Elle a travaillé en start-up et notamment pour la licorne Vestiaire Collective. Puis elle a dirigé la mission French Tech et depuis quelques semaines, elle est devenue secrétaire d'État à l'intelligence artificielle et au numérique. Merci d'accueillir Clara Chapaz. Bonjour Clara Chapaz, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va commencer directement. Quelles ambitions pour l'IA dans la France? Alors il y a un sujet que j'ai envie de porter dès le début, dans le fameux sommet IA que la France va accueillir les 10 et 11 février prochains. On ne sait pas trop encore en quoi ça va consister, qui il y aura. Donc pour rappel, c'est le 3e sommet dans ces 2 dernières années. Il y a eu un sommet au Royaume-Uni en 2023, où il y avait Elon Musk, notamment Sam Altman, d'autres personnalités. Il y a eu la Corée du Sud en juillet dernier, et là la France en février prochain. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? En effet, le 10 et 11 février 2025, la France accueillera ce grand sommet pour l'intelligence artificielle, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, et ce mot est assez important. Peut-être je me permets de prendre un peu de hauteur sur, déjà, avant de répondre à votre question, pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont on peut être très fier? Parce que en France, dans la suite des pays qui ont été mentionnés, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, on a cette crédibilité qui fait que le 10 et 11 février, on retrouvera les chefs d'État, on retrouvera les grands patrons, on retrouvera les grands scientifiques qui tous travaillent sur l'IA, mais aussi tout un chacun, la société civile, pour se poser cette question de: on a une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, qui est là, qui déjà, on le voit notamment depuis l'arrivée de ChatGPT et de ces modèles conversationnels, qui a bouleversé nos vies. C'est un enjeu qui est plus un enjeu technique aujourd'hui, c'est un enjeu qui est éminemment politique. Et qu'est-ce qu'on veut faire de cette technologie? C'est là où la France a une carte à jouer. Et elle a bien l'intention de porter une vision peut-être un peu différente, une vision qui est beaucoup plus inclusive, qui est beaucoup plus ouverte que celle qui a été portée jusqu'ici dans les sommets diplomatiques précédents. Quand on rassemble seulement les grands acteurs du secteur, qui aujourd'hui concentrent beaucoup de la valeur du marché sur l'intelligence artificielle, ces grandes entreprises américaines, chinoises, et qu'on ne parle que à certaines personnes qui certainement nous ressemblent d'ailleurs dans cette salle et qui savent à quel point l'intelligence artificielle est positive, qui s'y intéressent, on passe à côté du problème. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de s'assurer que devant le potentiel que présente l'intelligence artificielle, on se pose les bonnes questions, et qu'on ne se laisse pas un peu dépasser, comme on a pu se laisser dépasser dans les révolutions technologiques précédentes, sans se demander qu'est-ce qui, le matin, quand je suis un Français ou une Française ou une personne du monde entier, je sais qu'il y a beaucoup de discussions avec les pays méditerranéens aussi en ce moment dans le Vélodrome, que j'ai pas forcément accès à ces technologies, que mon pays ne les a pas forcément développées. Pour certains pays du Sud, je peux quand même en profiter. Quand je suis peut-être coiffeuse et que je me demande mais l'intelligence artificielle c'est quoi? On en parlait juste à l'instant. L'intelligence artificielle c'est quelque chose qui va me permettre et permettre à mes clientes d'imaginer quelle est la coupe de cheveux qui va m'aller le mieux. Et il y a les coiffeuses qui vont pouvoir se saisir de cette technologie et qui vont pouvoir du coup attirer d'autant plus de clientes qui vont être intéressées par cette technologie. Et il y a les coiffeuses qui ne vont pas pouvoir se saisir de cette technologie. Notre but c'est de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver un vecteur de progrès. Ça fait partie, j'imagine, de vos priorités en tant que secrétaire d'État à l'IA et au numérique, dans ce fameux sommet de février 2025. Et justement, qu'est-ce que l'État peut faire pour développer le secteur de l'IA dans un contexte budgétaire aussi difficile? On voit que les débats sur le budget sont un peu compliqués. Le comité interministériel sur l'IA a réclamé 5 milliards par an supplémentaires en France pour développer le secteur sous peine d'un déclassement historique. C'est les mots du rapport. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire de plus dans ce contexte? Pour pouvoir faire de la France une grande puissance de l'IA, qui est extrêmement importante si on veut pouvoir être crédible dans la vision qu'on porte de l'usage de cette technologie, on peut la porter parce qu'on est reconnu, comme je le disais. Il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on a de plus précieux, c'est avant tout les talents. C'est ce que l'État a fait depuis 2018 avec la première stratégie IA qui venait du rapport de Cédric Villani, je crois qu'il est parmi nous aujourd'hui, et on le remercie pour ce rapport. Les talents, c'est quoi? C'est des talents qui nous sont reconnus à l'échelle internationale et au-delà des classements de Shanghai qui placent la France toujours en très bonne position et notamment sur les mathématiques, c'est de façon très concrète les chercheurs qu'on retrouve dans
toutes les entreprises d'intelligence artificielle aujourd'hui, on retrouve des Français. C'est pas parce que ces entreprises ont envie d'être sympathiques avec les Français ou qu'ils aiment bien notre manière de penser. Non, c'est parce qu'on est les meilleurs. Mais il faut rester les meilleurs. Donc on continue à investir dans cette recherche. D'ailleurs, on continue à le faire partout en France. Je pense que c'est important. L'intelligence artificielle, ça doit pas être simplement sur le plateau de Saclay. Ça doit être aussi dans un événement comme celui-ci, la capacité de voir que dans la région sud, on a des talents, on a une mobilisation exceptionnelle de tout l'écosystème, les entreprises, la région qui se mobilise aussi pour pouvoir soutenir cette technologie et le déploiement de cette technologie et l'envie de participer à la création de ceci. Et on le voit parce que, par exemple, on a l'Université Côte d'Azur qui accueille un des 9 clusters IA qui seront des pôles d'excellence et qu'on continuera à financer pour ce faire. Une fois qu'on a parlé des talents, il faut qu'on continue à pouvoir soutenir les infrastructures. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données, sans infrastructures numériques et sans la volonté de pouvoir mettre tous ces ingrédients à disposition de ces meilleurs chercheurs pour qu'ils puissent créer leurs entreprises. Cet écosystème, ensuite, il se crée avec, je pense, un très fort continuum privé et public. On le voit ici aussi, je pense, très bien et de façon extrêmement pragmatique. Le fait qu'on puisse avoir dans la même salle les acteurs publics, les acteurs privés qui poussent tous dans le même sens et qui se disent, une fois qu'on a les meilleurs talents, les meilleures infrastructures, qu'est-ce qu'on peut construire, comment on accompagne les entrepreneurs, ces chercheurs qui se lancent dans l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important et il n'y a que comme ça pour qu'on continuera à créer les meilleures solutions, celles qui nous permettent de coder alors qu'on n'a jamais été ingénieur, celles qui nous permettent de photoshopper comme si on était expert de Photoshop alors qu'on fait ça simplement en détourant une photo avec son doigt sur une application comme Photoroom, celles qui nous permettent aujourd'hui de penser à nos rêves les plus fous dans la santé, comme ceux de trouver des médicaments contre le cancer ou ce type aussi d'application que l'IA permet. Donc concrètement, du coup, puisque l'État n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de mettre plus d'argent dans l'écosystème de l'IA, c'est quoi? C'est au secteur privé de prendre le relais, de mieux financer les grands groupes? Non, je pense que c'est ce continuum qui est le plus important, c'est s'assurer que la stratégie nationale qui est déployée, les 2,5 milliards d'euros qui sont à destination de l'intelligence artificielle, ils le sont déployés là où on a besoin, donc les talents, l'infrastructure, le soutien à l'écosystème d'innovation, mais s'assurer, oui, qu'on embarque le privé. Il n'y a pas, je crois, un seul secteur qui peut se construire simplement sur le soutien de l'État. L'important, c'est de trouver le rôle de chacun. Et là où j'irai même un peu plus loin, je pense que là, on parle beaucoup de quelles sont les briques qui nous permettent d'avoir aujourd'hui des solutions très concrètes, à la fois sur les modèles de langage, mais surtout sur les applications qui sont faites ici en France. La frontière d'après, et celle là où aussi l'État doit aider, c'est celle de l'adoption de ces modèles. Et ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question de comment est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui à une question extrêmement importante qui est, on demande aux patrons, quelle est votre priorité? 80% d'entre eux vont vous dire, moi, c'est l'intelligence artificielle, j'ai bien compris. Puis ensuite, on regarde combien d'entreprises ont effectivement commencé à implémenter des solutions d'intelligence artificielle, moins d'1 sur 4. On peut avoir la meilleure recherche, on peut avoir les meilleurs talents, on peut continuer à les soutenir et on le fait avec notamment le dispositif IA Cluster pour les talents, avec l'investissement qui est mis sur les infrastructures de calcul avec Jean Zay au niveau européen. On peut avoir le meilleur écosystème d'innovation qui se déploie ici, qui est reconnu dans le monde entier. Mais si ces innovations, elles restent au placard, on ne va pas vraiment voir les gains positifs pour la productivité, la compétitivité et puis cette vision qu'on porte de ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que l'État peut faire? L'État peut, au niveau de l'État, au niveau des régions, au niveau local aussi, se dire comment est-ce que j'accompagne. Je crois que tout à l'heure, le président de la région Sud, Renaud Musionnet, a annoncé avoir l'ambition de créer une plateforme IA qui dit de façon très concrète, voilà, quand je suis expert comptable, qu'est-ce que l'IA peut m'apporter? Quelles solutions existent sur le marché? On le fera au niveau national avec un observatoire des cas d'usage qu'on va recenser, bien sûr en partenariat avec les besoins des entreprises privées, mais aussi avec les solutions qui existent sur le marché et adresser, je pense, de façon très concrète, comment est-ce qu'on embarque mieux et on fait mieux se parler les entreprises qui ont besoin de solutions et les solutions qui existent, qui sont là et qui ne demandent qu'à se déployer. On l'a fait avec une initiative
initiatives comme Je choisis la French Tech. Je sais que le groupe CMA-CGM fait partie des groupes qui se sont investis dans cette démarche. Et on peut leur demander directement, mais je ne pense pas qu'ils le font par charité. C'est pas une question de j'ai envie d'aider les startups parce que je veux être sympa. Non, parce qu'en fait, les grands groupes, comme les petites et moyennes entreprises, comme les ETI ont besoin de se doter des meilleures innovations pour continuer à avancer. Et ces meilleures innovations, on a de la chance, elles sont faites ici en France. Alors cet écosystème repose aussi sur des startups, elles sont nombreuses en France dans l'IA et elles bénéficient pour exister notamment de niches fiscales ou de soutien, d'aide de soutien. Donc il y a le C2I, Crédit Impôt Innovation, le GEI, le Jeune Entreprise Innovante, et le CIR, le Crédit Impôt Recherche, dont elles bénéficient beaucoup. La moitié des startups en France en bénéficient, de l'un des trois ou de plusieurs. Donc là, il y a beaucoup de débats en ce moment sur le budget. Est-ce que vous êtes confiante sur le fait que le GEI et le C2I vont être un petit peu sauvés dans la deuxième phase de l'adoption du budget, du coup, parce que c'est d'après ce qu'on a pu entendre, vers ça qu'on se dirige en contrepartie du coup d'un petit rabot sur le CIR, si j'ai bien compris. Oui, je vais être très claire là-dessus. Mon rôle, bien sûr, l'IA étant arrivé dans l'intitulé, c'est de m'intéresser à comment est-ce que cette technologie transformationnelle, existentielle, peut être déployée au mieux et pour toutes et tous. Mais je n'oublie pas la deuxième partie de mon intitulé qui est le numérique au sens large. Le chemin qu'on a parcouru, il est exceptionnel et en même temps, on en est encore au tout début. On a 25 000 startups, elles ont créé plus d'1 million d'emplois et elles l'ont fait ici en France. Aussi parce que on avait ces talents, mais on a eu une politique pro-business, pro-innovation depuis 7 ans qui ne va pas changer. Et mon rôle, c'est de m'assurer que je reste au plus près des startups pour comprendre leurs besoins. Et quand on zoome sur une partie de leurs besoins, qui est ces aides à l'innovation, mais pas que. Et c'est aussi un besoin de simplification qui est extrêmement important. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler. On mènera un certain nombre de travaux en ce sens pour aider les entreprises à simplifier l'environnement dans lequel elles fonctionnent. Mais si on reste sur les aides à l'innovation, elles sont extrêmement importantes. C'est des dispositifs qui ont porté leurs fruits, qui sont utilisés par un très grand nombre d'entreprises innovantes et qui, en plus, quand ils sont évalués, montrent qu'ils ont des résultats positifs sur l'emploi, sur l'innovation. Donc, oui, comme je l'ai fait depuis maintenant quelques semaines, je continuerai à veiller à ce que ces dispositifs soient réintroduits. Le gouvernement a été très clair sur sa position là-dessus, sans rentrer dans un débat trop technique de comment fonctionne l'examen du budget à l'Assemblée puis au Sénat, mais à l'Assemblée, ça n'a pas pu être discuté, mais la position du gouvernement était de dire on va réintroduire le dispositif JEI, c'est un dispositif qui fonctionne, en le ciblant sur des entreprises qui en ont le plus besoin, donc en relevant un peu les seuils d'innovation, sans rentrer dans le débat trop technique, mais pour cibler ces jeunes entreprises qui sont les plus innovantes. On va réintroduire le dispositif C2I, Crédit Impôt Recherche, parce qu'on croit aussi au potentiel de ce dispositif, et on va faire des ajustements à la marge sur le CIR. C'est le résultat d'un travail que j'ai pas fait en chambre, dans mon coin, sur un petit bout de papier, en faisant des plus et des moins. C'est le résultat d'un travail qu'on a fait ensemble, certainement avec des gens qui sont dans cette salle, qui nous ont dit, voilà, nous, les dispositifs les plus importants, c'est ceux-ci, qui nous ont aidés à réfléchir pour tenir une ligne budgétaire qui est la nôtre. Et je pense que, ou j'espère qu'on la partage tous, en tout cas tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai échangé la partagent. On ne va pas réintroduire des dispositifs pour juste réintroduire de la dépense. Il faut aussi qu'on soit très responsable sur la situation qui est la nôtre. Aucun entrepreneur n'a intérêt à ce que la situation économique et budgétaire, budgétaire notamment, se dégrade. Et ça, je pense qu'ils le comprennent tous très bien. Donc le travail, ça a été de se dire, si on veut réintroduire, qu'est-ce qu'on peut couper ailleurs, parce qu'il n'y aura pas plus d'argent disponible pour ce type de dispositif. Et je pense que le compromis auquel on est arrivé, il est juste. Il permet de vraiment tenir nos ambitions pour le secteur tout en étant responsable et en participant à cet effort collectif. Maintenant, le texte rentre au Sénat. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, laisser les parlementaires aussi s'approprier ces questions. En tout cas, c'est ce qui a été notre méthode depuis le début de l'examen de ce texte et qu'il restera. Merci beaucoup, on va suivre ça avec attention. On arrive malheureusement au bout du temps. Merci beaucoup Clara Chapaz pour votre présence. Merci.